Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous développons des thèmes, comme d'habitude, des thématiques scientifiques à partir d'un point de vue purement logique et philosophique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons d'un thème qui m'a été d'ailleurs proposé par une connaissance dont je citerai le nom à la fin de l'entretien. Eh bien, pour parler du doute. Alors, dans la formulation de la question, c'était que le doute, pourquoi le doute et pourquoi les peurs. Et justement, en tant que philosophe, et sans aller tout de suite à développer des théories philosophiques autour de la notion du doute et de la peur, parce que c'est quand même des notions qui ont une certaine importance en philosophie. Je peux vous renvoyer, par exemple, chez Descartes. Eh bien, vous avez toute une pensée autour de la question du doute. Lorsque vous lisez les méditations métaphysiques, et lorsque vous lisez le discours de la méthode et autres, vous verrez bien que chez Descartes, la question du doute a une importance tout à fait capitale dans le cheminement justement de sa pensée, parce que c'est de là que, évidemment, que l'auteur pouvait aller jusqu'à poser ce qu'il considère être une certitude absolue, certitude certaine, c'est-à-dire le fait de savoir que nous existons, que nous pensons. Je pense, donc je suis. Eh bien, donc, je veux pas, l'idée n'est pas ici de développer cette théorie ou chez Nietzsche, par exemple, où le doute a un caractère tout à fait sceptique. Donc, vous avez chez Descartes un doute qui est proposé comme méthode, qui est un doute provisoire, un doute méthodique, doute méthodique, et tandis que vous avez chez Kant, c'est Nietzsche, excusez-moi, l'idée d'un doute qui est plutôt sceptique. C'est-à-dire, voilà, on n'a rien à savoir des choses, et les noumènes, n'étant pas tout simplement connaissables. Donc, je ne veux pas essayer de m'étaler sur toute cette dimension, mais quand même, j'y reviendrai en tant que philosophe, et bien, donc, pour avoir des ressources nécessaires aussi pour analyser le doute par rapport à la vie concrète, par rapport à la vie courante. Donc, j'essaierai d'être le plus pragmatique possible. Donc, en effet, le doute et la peur, eh bien, nous n'allons pas parler de doute ici sans d'abord répondre à la question de savoir si le doute existe. Eh bien, la réponse est tout de suite celle de dire que le doute existe. Parce que nous doutons. Parce que le doute se manifeste. Donc, à cette question, il n'y a pas de tergiversation à faire. Donc, la deuxième question, c'est pourquoi qu'est-ce qui fait le douter, en fait? Pourquoi le doute? Et c'est à ce niveau que le recours à la philosophie devient indispensable, parce que c'est le discours philosophique qui nous permet justement de cerner, c'est pas l'importance, mais la légitimité du doute. Eh bien, douter, alors, même avant d'y arriver, douter, qu'est-ce qu'on entend par doute? Eh bien, la réponse qu'on peut donner de manière tout à fait personnelle, c'est de dire que lorsque je doute, je remets en question quelque chose. C'est-à-dire, le doute est l'expression d'insatisfaction par rapport à une conviction quelconque. C'est-à-dire que je doute lorsque je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait vis-à-vis d'une certaine définition, vis-à-vis d'une certaine vérité. Et donc, le doute a un lien avec non pas forcément la réalité, mais l'interprétation de la réalité. Donc, le doute a un lien avec la question de l'interprétation de la réalité, et le doute a un lien avec la vérité, la connaissance et le savoir. C'est dans la perspective du connaître, dans la démarche du savoir,
de l'affirmation de soi, de la réalisation de soi. C'est lorsque nous sommes dans cette démarche-là que, évidemment, nous pouvons rencontrer ou connaître des moments de doute et de stabilité, si vous voulez, d'adhésion. Donc, qui doute remet quelque chose en question. Il remet en question une vérité établie, remet en question une proposition, remet en question une pensée, il remet quelque chose en question. Donc, c'est tout à fait existant et pratique, alors, le phénomène du doute. Maintenant, quelle est sa légitimité? Évidemment, tout part de la définition et c'est très important pour moi c'est intéressant parce que je venais de parler de la question de la subjectivité et surtout de la manière dont celle-ci se forme et s'exprime, se déploie vis-à-vis de la réalité. Et vous vous rendrez compte que, et vous vous rappellerez d'ailleurs ceux qui m'ont suivi attentivement, vont se rappeler qu'au final, l'idée que nous avions de la subjectivité, c'était quelque chose qui se construisait au fur et à mesure et qui était alors la clé d'interprétation de la réalité. C'est-à-dire que l'homme doute, le doute existe parce que tout simplement la réalité, le réel, se donne à nous, à interpréter justement d'une manière telle que nous devons mobiliser nos ressources pour la comprendre. C'est-à-dire la réalité n'a jamais été quelque chose qui est facile à comprendre. Il vient d'emblée comme ça. Là, elle est toujours une réalité énigmatique, l'énigme de la réalité, l'énigme de... Mais là, d'où c'est la légitimité du fait que, justement de douter, eh bien parce que justement, je veux comprendre quelque chose, je veux en savoir mieux, je veux en savoir plus. Donc là, je suis entre théorisation sur le doute et pratique, mais j'irai plus vers le côté pratique de la problématique. Et donc, parce que dans la réalité, nous sommes ignorants, la question de l'ignorance, c'est chez Socrate, hein, donc l'homme, s'il sait le bien faire, il le fait nécessairement, s'il ne le fait pas, c'est qu'il le fait par ignorance. Et Socrate admet que nous sommes des ignorants. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Eh bien, dans cette humilité, cette forme d'humilité et cette forme de ce vide de savoir évident dans l'entendement de l'homme fait que ce qu'il perçoit, eh bien, fasse toujours l'objet de doute, fasse toujours l'objet d'une certaine analyse, l'objet d'une certaine synthèse. Eh bien, donc, le doute est le propre, eh bien, du fonctionnement de l'entendement humain. C'est ce que nous voulons justement affirmer ici, dès le départ. C'est que l'homme qui doute est un homme normal. Hein. La femme qui doute est une femme normale. Il y a rien d'anormal en émettant de doute, en connaissant des moments de doute et de remise en question. Car c'est même là la preuve qu'on existe, l'expression du fait qu'on existe. Nous pourrons même dire « je doute, donc je suis ». Eh bien, ça veut dire aussi que lorsque je doute, je dois me réjouir. Je dois me réjouir, pourquoi? C'est le moment où je dois construire je veux construire quelque chose. Parce que la personne qui ne doute pas, eh bien, c'est la personne qui n'est dans aucune démarche, en fait, dans ce cas-là. C'est une personne qui se contente de la réalité telle qu'elle lui est transmise, ou la réalité telle qu'elle lui paraît, et sans se poser des questions. Évidemment, il y en a qui sont à l'aise à ne pas se poser des questions, mais en tout cas, le propre de la nature humaine est de se douter. Maintenant, qu'il s'agisse du doute sceptique, hein, c'est-à-dire la fermeture complète et le rejet de certaines vérités sans vouloir en savoir en plus, ou alors d'un doute, qu'il s'agit d'un doute plutôt méthodique, mais celui qui est fait en vue
d'aboutir à quelque chose en vue de déboucher sur une connaissance, une découverte, voilà. Mais en gros, il s'agit tout simplement du propre de la démarche de tout être humain. Maintenant, vite, rapidement dans l'histoire de la philosophie, parce que le doute a toute une histoire, eh bien, dans l'histoire de la philosophie, au départ, on vivait disons, la culture mythique, dans la culture des mythes, hein, la culture des mythes, c'est-à-dire des vérités récits, des vérités construites sans démonstration, des vérités qu'on transmettait, et ces vérités, sous forme des mythologies, eh bien, régnaient et nourrissaient l'entendement jusqu'à nos jours, hein, bien sûr, mais quand même il fut une époque où la mythologie était au cœur de l'entendement, au cœur du raisonnement, au cœur de la vie, en fait, dans la suite. Jusqu'à ce que l'expression d'un doute, excusez-moi, vient se manifester avec ce qu'on appelle des présocratiques de taille, hein, et les ioniens ou les milésiens. C'est Thalès, par exemple, Thalès, Milet, Anaximène, Anaximandre, tous ces philosophes qui apparaissent comme venant du ciel, eh bien, c'est à ce moment-là que le doute philosophique, plutôt, s'exprime. Parce que chez ces derniers, la réponse mythologique ne suffisait plus. C'est-à-dire que lorsqu'il pleuvait, peut-être à l'époque, lorsqu'il pleuvait, on disait que peut-être que c'était des divinités qui faisaient pleuvoir sur la terre, hein, qui envoyait la pluie. Et tous ces phénomènes étaient donc interprétés de la sorte, et avec les Ioniens, hein, ces Milésiens, et eh bien, on va en vivre un moment de rupture avec la mythologie, où disons, la mythologie cède cède au doute pour laisser enfin l'esprit, eh bien, se libérer et entamer sa propre démarche, qui est celle qui l'amènera jusqu'à nos jours, c'est-à-dire qui l'amènera vers plutôt dans le sens de la recherche de la vérité, c'est-à-dire vers la vérité ultime. Et c'est la démarche qui se poursuit jusqu'au jour. Donc à partir de ce moment-là, les Milésiens vont se poser quand même la question de savoir quel est le principe qui régit toute chose. Quel est le principe au-delà des mythes, au-delà, mais qu'est-ce qui fait par exemple que qu'il y ait le jour et la nuit, par exemple. Alors, dans la mythologie, on peut vous expliquer, non, le jour, c'est les divinités qui sont en fête, la nuit, sont les divinités qui dorment. Et ça suffisait pour être à l'aise, ça suffisait comme conviction, justement. Et des Milésiens, depuis des Milésiens, qui posent et travaillent sur ce questionnement qui est tout à fait métaphysique, eh bien, vous allez arriver justement à l'avènement. Vous allez maintenant entamer l'avènement socratique avec l'enseignement de la vertu, et puis vous avez le Moyen-Âge qui nous fait encore qui est à un moment de repli, ou on va dire de retour à la mythologie, hein, de retour à la mythologie, qui est ce moment de croyance et de conviction absolue. Eh bien, mais après les Lumières, vous voyez, les Lumières
viennent pour mettre fin à ce sommeil médiéval, ou ce recours mythique vécu au Moyen-Âge comme seul mode de pensée, pour libérer à nouveau l'esprit, pour aller vers la vérité, la recherche de la vérité, par l'objectivité et par la science, en fait, surtout. Et donc, ce que je voulais saisir ici, c'est, et vous montrer, en réalité, c'est, vous voyez que c'est grâce au doute que la science, elle parvient même à progresser. C'est-à-dire que le doute, même au niveau de la science, c'est c'est la manière pour aller de progresser, d'avancer, de faire de nouvelles découvertes, de se parfaire, en fait. C'est grâce au doute. Donc, juste pour vous dire le bienfait du doute, en fait. Donc, une fois qu'on a soulevé cela, on se dit que si je doute, si je doute parce que j'ai du mal avec une réalité ou avec une formulation, eh bien la question c'est, est-ce qu'à chaque fois que je doute, je dois remettre en question certaines choses? Et la réponse est de dire, pas forcément. Parfois, le doute n'est pas fait pour remettre en question. Parfois, le doute est fait pour confirmer, pour bien voir la chose, pour prendre sa distance. Donc, le doute nous permet de prendre la distance, justement, l'objectivité qu'il faut, eh bien, pour voir la chose avec beaucoup plus d'objectivité, c'est-à-dire avec beaucoup plus de clarté. Car l'absence du doute, c'est l'obscurantisme, c'est on va dire, c'est l'absence de la pensée, tout simplement. C'est l'absence de la pensée. Car l'homme qui doute pense. Je pense, donc je suis. Nous pourrons dire, je doute, donc je suis. Et là où il y a la pensée, il y a nécessairement le doute. Et là où il y a de la construction, de l'interrogation sur soi, de l'autocritique, il y a nécessairement. Et donc, voilà. Donc, ici, je vous montre que combien, justement, le doute est non seulement l'origine de la science, mais aussi elle est on va dire elle est ce qui l'accompagne, c'est-à-dire ce qui fait que la science puisse non seulement exister, mais s'exercer en tant que telle, mais puisse aussi continuer. Et vous avez par exemple chez Bachelard, hein, les bachelardiens le savent, c'est-à-dire que la science elle évoluait en termes de paradigme, en fait, c'est-à-dire que c'est sous forme de paradigme et d'hypothèse que la science évolue. Donc le doute permet que les vérités fausses puissent être dépassées, hein, par des vérités, on va dire, certaines, confortables. Et voilà. Et c'est ainsi que la science évolue. On est passé, par exemple, du géocentrisme au héliocentrisme, parce qu'il y a eu, à un certain moment, des personnes qui se sont mis à douter d'une certaine manière d'interpréter la réalité, c'est-à-dire du discours selon lequel c'est le soleil qui tournait autour de la Terre. Si personne n'avait émis aucun doute, on serait peut-être jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire si n'eût été Galilée, Copernic et les autres, Giordano Bruno et les autres, on serait peut-être aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, en train de croire que c'est plutôt la Terre qui tournait, oui, c'est plutôt le Soleil qui tournait autour de la Terre. Voilà. Donc, le doute est là parce que l'homme sensé, l'homme prudent, l'homme intelligent, l'homme raisonnable et prudent, et parce que une subjectivité raisonnable anticipe, l'homme prudent évite les erreurs, hein, les erreurs du passé. Et c'est là qu'il faut parler du souvenir. Celui qui doute a certainement
des raisons pour ça, hein, pour douter. On ne doute pas au hasard. Hein. Donc, lorsqu'on doute, on a soit le souvenir d'avoir vécu une certaine expérience qui se répète, qui veut se répéter, et justement, le rôle du passé, le rôle du souvenir vient au cœur, en fait, de la chose. Ah ben, c'est-à-dire que c'est en fonction aussi de mon passé, c'est en fonction aussi du passé des autres, mon entourage, eh bien, qui fait que, ben, face à cette réalité qui me fait penser à eux ou à moi-même, par rapport à mon passé, j'émets un doute. Voilà. Le doute devient donc la clé, justement l'élément essentiel donc dans la vie d'un être. Maintenant, est-ce que tout doute est à mettre dans un même sac? Et c'est là la question devient importante. Et la réponse est non. Tout doute n'est pas nécessairement un bon doute, on n'est pas nécessairement, ne débouche pas nécessairement sur nos recherches de quoi que ce soit. Car nous pouvons douter sans vouloir après poursuivre construire un raisonnement ou se mettre dans une quête de quelque chose. Et c'est le cas du doute sceptique. Donc, je doute et ça s'arrête là. Je doute et je m'arrête là. Ça, c'est le doute improductif. Doute, je peux dire, insensé. Mais le doute dont il est question et auquel on pourrait s'inviter, c'est le doute dans le sens cartésien, c'est-à-dire un doute méthodique. C'est-à-dire c'est une remise en question de ce que j'ai appris, la remise en question de soi-même en vue d'une nouvelle construction, en vue d'une recherche de vérité quelconque. Donc le doute doit être toujours en vue d'en savoir plus ou en vue de se construire soi-même. Alors, dans ce sens, je crois qu'il est important de souligner une autre chose. C'est que si nous disons ici que le doute est une bonne chose, nous le disons certainement parce que nous sommes scientifiques et c'est du point de vue de la science, du point de vue d'un logiciel. Car il faut noter que certains, excusez-moi, non seulement à une certaine époque de l'histoire, tout à l'heure j'ai évoqué l'époque médiévale où tout doute était à éviter, hein, donc c'est-à-dire que le diabolique dans cette société théocentrique et croyante, le diabolique c'était la personne qui émettait un quelconque doute, hein, celui qui permettait de douter, c'était quasiment un péché, hein. Douter ou remettre en question, c'était un péché. Tel, par exemple, une petite parenthèse, Giordano Bruno, l'Italien, qui sera donc brûlé vif, hein, condamné brûlé vif, parce que bon, il croyait aussi en l'existence d'autres planètes en dehors de la Terre, mais Giordano Bruno va être condamné à mort, aussi parce qu'il remettait en question, donc il a exprimé son doute en question vis-à-vis du dogme de l'Église, eh bien selon laquelle la Vierge Marie était vierge du début, enfin a toujours été vierge avant et après l'accouchement du jeune Jésus. Donc Giordano Bruno émettait un doute, mais lequel lui a coûté sa vie. Donc, il a été condamné à mort. Donc, c'est pour dire que dans certaines circonstances, les humains n'ont pas besoin
de quelque expression de doute que ce soit. C'est ça la question en fait. C'est pourquoi nous détestons le doute à un certain moment. Pourquoi sommes-nous peureux devant le doute? Pourquoi acceptons-nous souvent, le plus souvent, pourquoi admettons-nous le plus souvent des personnes qui ne doutent pas, personnes qui ne remettent rien en question? Pourquoi admettons-nous, pourquoi envisageons-nous, pourquoi voulons-nous le plus souvent ces personnes-là? Eh bien, la réponse, elle est, à mon avis, elle est à chercher du côté de la recherche de la vérité et la propagation du mensonge. La réponse est la chercher de ce côté-là. C'est-à-dire que c'est aussi un mauvais signe lorsque des gens n'admettent pas que les personnes puissent exprimer leurs doutes. C'est aussi un mauvais signe, dans la mesure où une vérité naturelle n'a pas peur du doute. Parce que justement, remettre en question, oui, mais si la chose est naturellement vraie, le doute ne changera rien à la chose. Le doute ne changera pas de sens à la proposition si celle-ci, elle en a déjà un, si celle-ci, elle est déjà vraie, en fait. Au contraire, le doute permet de voir clairement la chose, de se rendre compte que la chose est vraie. Et c'est la raison pour laquelle l'homme qui dit vrai sincèrement n'a pas peur du doute. Enfin, j'ai pas peur que quelqu'un remette en question ma vérité. Eh bien, si je suis convaincu, eh bien, qu'il s'agit là d'une vérité objective, découvrable, compréhensible, c'est-à-dire une vérité vraie. Je n'ai aucun problème à ça. Au contraire, lorsque je tremble, parce que des gens doutent de ma vérité, lorsque je fais tout pour étouffer certains doutes, là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que justement, à la différence c'est-à-dire que contrairement à la vérité, qui est quelque chose qui n'a pas peur de la contradiction, de l'analyse, de quoi, le mensonge, lui, n'a pas besoin du doute, parce que justement, au moindre doute, il se voit en danger d'être démantelé, d'être détecté, d'être discrédité. Donc, l'homme qui ment ou la femme qui ment n'a pas envie de rencontrer des personnes qui doutent de sa vérité. C'est à ce moment-là que le doute nuit, le doute dérange. La société supporte mal des personnes qui doutent, les sceptiques, c'est-à-dire les philosophes, ou des intellectuels tout simplement en général, car à l'école, c'est ce qu'on apprend aussi aux gens, c'est de douter. Et bien tout souvent parce que le doute, est-ce qu'il vient tout remettre en question? Et en remettant en question, ces derniers peuvent se rendre compte soit de la véracité, soit du mensonge, bien d'une proposition, c'est-à-dire du fait que il y avait là juste une manipulation, une démagogie. Donc, on évite le doute parce qu'on est dans le mensonge. Ça, c'est un signe. Deuxième chose, le doute est ce qui fait que je me libère. Le doute transforme. Le doute me fait évoluer. Or,
Le propre de la société, c'est de nous maintenir dans une certaine, dans un certain délire collectif, hein, un peu comme ça, on peut le dire. C'est-à-dire que la société évolue toujours dans le sens de vouloir la conformité collective. C'est de la conformité. Il faut qu'il y ait le plus de gens qui pensent comme ça, le plus de gens qui fassent comme ça. C'est-à-dire que la société elle est un peu dans ce sens-là. Et du coup, le vrai n'est plus forcément du côté de la majorité ou du côté de la minorité. Le vrai reste le vrai. Il peut arriver que la vérité soit du côté de la majorité, tout comme il peut arriver que la majorité n'a rien à voir, n'est pas du côté de la majorité, tout simplement. Car le propre de la vérité est d'être vrai, tout simplement. Tandis que le mensonge, lui, a besoin du grand nombre. Le mensonge veut puiser sa crédibilité dans le grand nombre. D'où sa recherche du grand nombre. Donc, là où il y a rejet du doute, se pose un problème de vérité, un problème de connaissance, de légitimité de ce qu'on sait, un problème d'objectivité. Voilà. Mais maintenant, dans le sens de la question, c'est de se dire, et j'ai déjà répondu, et pour terminer d'ailleurs, c'est pourquoi les doutes et les peurs reviennent? Eh bien, parce que tout simplement, nous voulons y voir clair, parce que tout simplement, nous avons un esprit, un entendement qui fonctionne. Nous voulons faire des choses avec intelligence. Et le propre de l'intelligence, remettre en question ce qui se passe dans son environnement, remettre en question les acquis, en fait. Et c'est ça le côté, c'est ce qu'on appelle l'objectivité en science, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir à la fois remettre en question et se remettre soi-même en question, en fait. Et cette démarche, vous l'avez seule, surtout dans le domaine de la science, où les vérités sont constamment remises en question pour voir effectivement leur légitimité. Si leur légitimité est vraie, si leur légitimité vaut toujours la peine. Ça, c'est le propre de la démarche. Alors, au niveau individuel, c'est comme nous venons de le dire, eh bien, cela est l'expression déjà de la volonté de vouloir de repartir, hein, la volonté de repartir. Mais le doute, c'est aussi l'expression d'une certaine liberté d'esprit, une liberté d'esprit. J'ai quelque chose à construire, je peux ou n'ai pas, et quels sont les arguments pour, quels sont les arguments contre, quels sont les avantages, quels sont les désavantages, et ça, cela n'est fait qu'avec un esprit qui est libre, un esprit qui doute, un esprit qui existe. Celui qui évite le doute, donc vit peut-être dans tout simplement la conformité. Il veut tout simplement selon, pas individuellement, c'est chaque subjectivité en tant que sujet s'impose et impose ses principes, analyse, ne prend rien sans analyser, sans interroger, sans remettre en question. Et la peur, justement, il n'y a pas de doute sans peur. Parce que nous vivons dans un monde, dans une société qui nous propose tout, qui nous propose à la fois la beauté et la méchanceté, qui nous propose à la fois la vérité et le mensonge, parce que nous ne savons pas quelle est la frontière exacte entre le vérité et le mensonge. La fois dernière, parlant du mensonge et de la vérité, je disais que du point de vue formel, le mensonge et la vérité sont la même chose. Nous pouvons savoir qu'il y a là mensonge, qu'il y a la vérité, que lorsque nous prenons notre temps, lorsque nous doutons, et donc parce que le monde, la réalité, elle se présente comme ça, de manière vague et incertaine, il n'y a pas de certitude donnée d'emblée, et parce que nous vivons cela, eh bien, l'homme
raisonnable, eh bien, émet des doutes, et l'homme raisonnable a toujours peur. On doit avoir des peurs qui reviennent, justement, parce que nous sommes une histoire, nous sommes notre propre histoire, nous sommes notre passé. Peut-être que dans le passé, des événements similaires ont été vécus, eh bien, ceux qui viennent, qui arrivent, si elles sont similaires, ben, écoutez, on a des raisons d'avoir peur, on a des raisons d'avoir, donc, d'avoir du doute sur le. Donc, c'est plutôt une bonne chose que d'être dans le doute et la peur. Seul l'homme ou la femme qui nous, enfin, une femme sans pensée, sans raison, peut vivre sans doute, sans peur. Donc, dans ce cas-là, on admet tout ce qu'on nous dit, comme de l'argent comptant, et on ne s'inquiète de rien, on est dans un confort, c'est utile, hein? On admet tout parce que c'est utile, parce que c'est confortable, parce que, sans vouloir savoir si cela est vrai ou pas, c'est-à-dire sans en vouloir plus, en fait. On en reste là, tranquille, c'est aussi un mode de vie. Mais en réalité, lorsqu'il s'agit d'une subjectivité, d'une raison, d'une objectivité, justement, il y a doute, peur et tout ce qui va avec. Donc, je dis merci à Gracica qui m'a demandé de parler un petit peu de cette notion. Et je vous dis à vous aussi merci, vous qui nous suivez. Et voilà, nous nous retrouvons la prochaine fois pour une autre thématique. Merci.